Cubrière, la parole, merci. Merci Laurent, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et désolée de ne pas avoir assisté dès ce matin à cette belle journée sur un sujet on ne peut plus d'actualité qui se déroule, c'est le fait du hasard, mais est-ce qu'il y a vraiment un hasard le lendemain de la journée consacrée aux femmes? Je confirme que ce n'est pas un hasard. Donc, je vais vous parler d'un sujet sans diaboliser Internet, bien évidemment. Je vais vous parler de phénomènes liés au cyberharcèlement. Je sais que ce matin, vous avez défini cette infraction qui est insérée dans le code pénal. En présentant notre rencontre, ce que j'ai vu, c'est qu'autant on a une jurisprudence assez étendue en matière sociale, beaucoup d'événements, beaucoup de formations et de sensibilisation et de documents se font aussi au niveau de l'éducation nationale. Par contre, au niveau du harcèlement moral dans la sphère familiale et je dirais dans cette nouvelle infraction issue de la loi de 2014, il y a beaucoup moins de jurisprudence. Et là aussi, c'est par hasard, pour avoir été membre du jury du concours de l'école de la magistrature, cette année, c'était avant que ce colloque se monte, je m'étais dit, on parle toujours des escroqueries, des abus de confiance, des infractions classiques que tout le monde connaît. J'ai fait un cas pratique pour justement les candidats sur le harcèlement moral. Donc tous ces événements s'enchaînent et je vais vous dire quelques mots et bien évidemment cet après-midi sera tout à fait interactive et je tenterai de répondre à vos questions. Je vais vous parler donc du cyberharcèlement qui correspond à plusieurs infractions pénales et aussi de vous parler un petit peu de mon expérience puisque pas plus tard que la semaine dernière je prenais mes premières audiences et où on voit, alors c'est pas forcément l'infraction d'harcèlement moral qui est retenue, mais on a beaucoup d'affaires où il y a ce climat d'oppression, de pression incessante qui dure pendant des années. J'avais un cas, je commence par ça, il y a un divorce 2005, j'en ai parlé d'ailleurs avant, un divorce qui se déroule dans des conditions assez difficiles, et donc des années après, parce qu'on est en 2018, à nouveau, des procédures, et ça va rejoindre, ça fera aussi le lien par rapport à ce phénomène d'harcèlement économique, une série de plaintes dans tous les sens, fausses, usurpation d'identité. Et finalement, devant la Cour, puisque cette affaire avait donné lieu à une condamnation empreinte de bienveillance pour le harceleur, entre guillemets, et bien ce dernier a fait appel. Et là aussi, en tant que magistrat et représentant des intérêts de la société, il faut vous rappeler, c'est vrai que le parquet, parfois, on en a une image du méchant, de celui qui finalement va s'acharner dans les dossiers. C'est aussi le représentant des intérêts de la société, et à ce titre, on met en place une politique pénale. Et compte tenu de toute cette souffrance accumulée depuis 2005, il est clair que je trouvais que l'auteur de ces faits de harcèlement ne manquait pas de culot et d'audace, à tel point que j'ai fait des réquisitions et j'ai été suivie, je suis assez contente, j'ai fait des réquisitions à la hausse, parce qu'on a l'impression que finalement on va faire appel et on va s'expliquer, tout va s'arranger. Mais c'est à double tranchant la procédure d'appel, et pour des personnes qui vraiment ont torturé psychologiquement leur ex-conjoint, c'est tout à fait important de marquer des limites par le biais justement de réquisitions et qui ont été suivies. Là, en l'occurrence, la personne tout a été aggravé. La peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et des obligations, indemnisation de la victime, obligation de soins, enfin il y a eu la totale, et évidemment les dommages et intérêts ont été aussi augmentés. Donc c'est un exemple qui permet d'introduire mon propos, même si je vais vous parler de cette dimension numérique qui de plus en plus envahit les relations sociales, évidemment, et peut être utilisée à double tranchant et peut être utilisée comme un moyen de pression, puisque autant avant on va envoyer un mail, on va envoyer un courrier, par exemple d'insulte, là si on l'envoie
sur Internet, on l'envoie à la terre entière finalement. Donc c'est des préjudices qui vont être occasionnés par des faits de cyberharcèlement peuvent être véritablement démultipliés, devenir complètement international et causer des préjudices énormes. Donc vous savez, alors vous avez beaucoup parlé de harcèlement, mais en matière d'Internet, le législateur progressivement aussi a complété l'arsenal qui est déjà extrêmement complet. Donc je vais prendre quelques exemples et aussi vous parler d'un rapport qui curieusement est passé assez sous silence alors qu'il est extrêmement intéressant et rejoint notre préoccupation d'aujourd'hui. Donc déjà, il y avait eu, je crois que c'est en mars 2016, une décision de la Cour de cassation qui n'avait pas retenu le fait qu'après une séparation, par vengeance, un auteur avait diffusé des images à caractère intime et la Cour de cassation avait indiqué qu'il y avait un consentement au moment de justement la prise de ces photos et donc avait débouté la personne. Donc il y avait un vide juridique avec un préjudice extrêmement important qui a été s'est vu réparé par une loi récente, une loi pour la République numérique du 7 octobre 2016 et le législateur a créé ce qu'on appelle le revenge porn qui d'une certaine façon paraît une infraction extrêmement intéressante et permet de réprimer des éléments qui en quelque sorte relèvent du harcèlement. Donc cette infraction 226-2-1 du Code pénal est réprimée de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende et en fait il s'agit d'images à caractère intime qui sont diffusées sur Internet et donc ces photos initialement elles ont été obtenues dans un cadre de relations intimes. Donc ça me semblait important de signaler cette nouvelle infraction qui commence à donner lieu à des jurisprudences avec des peines assez conséquentes. J'ai retrouvé une décision en préparant notre rencontre de Montpellier assez récemment qui a condamné, il y avait d'autres, il n'y avait pas que l'infraction de revenge porn, il y avait des menaces de mort également, mais cette personne a fait l'objet d'une peine de 3 ans d'emprisonnement, en partie assortie d'un sursis, avec des obligations, aussi un encadrement. Et si ces obligations ne sont pas respectées, cette personne sera incarcérée. Donc, le législateur n'est pas démuni. Alors après, vous en avez certainement parlé, je sais que la justice parfois fait l'objet de critiques légitimes. C'est la mise en place d'une politique publique, d'une politique pénale, et je pense qu'en matière de harcèlement moral en particulier, il y a encore une marge de progression. J'ai cherché à la demande de Laurent une circulaire que je n'ai pas trouvée, la dernière circulaire en date, elle date de 2014, suite à la création de cette infraction. Il y a beaucoup de formation continue, formation déconcentrée, beaucoup de choses en matière de droit du travail, comme je l'ai dit, et en matière au niveau éducation nationale. C'est vrai que c'est fondamental de former, sensibiliser les jeunes et les professionnels au niveau de l'enseignement, mais je pense que dans la sphère privée, c'est tout autant essentiel. Alors là aussi, pas de hasard, il y a 2 jours en train de finaliser mon ouvrage, je fais des recherches sur harcèlement moral, etc. Et je découvre un rapport, certains d'entre vous doivent le connaître, mais qui a été passé assez sous silence, même si j'ai connu par le passé, j'avais été auditionnée par Madame Danielle Bousquet, très investie sur ces sujets. Elle préside maintenant le Conseil d'égalité entre les hommes et les femmes, et elle a donc un rapport en fin 2017 a été publié. Et je voulais vous en dire quelques mots, ça permet d'illustrer mon propos sur justement ce cyberharcèlement. Ce rapport est intitulé « En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne, une urgence pour les victimes ». Alors je ne sais pas, on va pas faire un sondage, mais je pense que je n'ai pas vu tellement, d'ailleurs l'idée de cette rencontre d'aujourd'hui va me pousser certainement à faire un article pour me faire connaître ce rapport qui donne des orientations tout à fait intéressantes et quelques chiffres que je vous propose de vous présenter. Donc pourquoi d'ailleurs les femmes en ligne, violences faites aux femmes en ligne et non pas cyberharcèlement? Alors ça m'a un peu intriguée. En fait, et ça peut s'expliquer, c'est vrai que maintenant tout est un peu cyber,
On a tendance même à galvauder ce terme de cyber, qui veut dire d'ailleurs tenir le gouvernail, prendre les rênes, c'est devenir aussi un enjeu de pouvoir les réseaux numériques. On le voit bien, même entre services, puisque jusqu'à présent, j'étais, jusqu'à il y a 15 jours, détachée d'un ministère, au ministère de l'Intérieur sur ces questions. On voyait bien qu'entre services, s'intéresser à la cybercriminalité, à la lutte contre les cybermenaces, c'est aussi une forme de prise de pouvoir. Donc le Haut Commissariat a justifié, au Conseil, pardon, à l'égalité, a justifié ce terme de violence faite aux femmes en ligne et non pas cyberviolence, dans la mesure où justement le Haut Conseil voulait souligner qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène virtuel. C'est vrai que cyber, on peut penser que c'est encore un petit peu virtuel, dans une nébuleuse, et montrer que c'était vraiment concret et en ligne. Donc, je vous incite vraiment, il est accessible sur le site de ce Haut Conseil. Ce rapport est extrêmement complet et fait un point de la situation actuellement en France et fait des préconisations. En matière de formation, je vais prendre quelques exemples, renforcer la formation. En matière également de renforcer le dialogue avec ce qu'on appelle les GAFAM, hein, les géants de l'Internet, qui traînent des pieds, il faut bien le dire. C'est vrai qu'ils craignent pour leur image de marque, mais moi j'ai eu l'occasion de travailler notamment sur tout ce qui est apologie du terrorisme et haine sur Internet. C'est un petit peu un dialogue parfois difficile avec ces acteurs qui se retranchent derrière leurs conditions générales d'utilisation, en disant c'est pas prévu, enfin ils ne veulent pas passer pour des censeurs d'Internet, ce qui fait que parfois, évidemment, ils traînent un peu les pieds pour retirer des contenus qui peuvent causer des préjudices. Donc ce dialogue doit être renforcé, et ça c'est la problématique de la réglementation d'Internet. À chaque fois qu'on veut réglementer, il y a toujours ce débat. Liberté d'expression, c'est peut-être le dernier espace de liberté d'expression, Internet. Hein. On se défoule sur Internet, on va se croire qu'on est seul, alors finalement, la terre entière nous regarde. Et en même temps, il y a quand même l'ordre public numérique, et c'est un savant équilibre, c'est un peu la balance, trouver un équilibre entre ces deux notions. Donc, ce n'est pas de la censure de, justement, retirer les contenus illicites, c'est justement les retirer quand ils sont constitutifs d'infractions pénales. Et ça, c'est un message qu'il faut vraiment insister, il faut véritablement parfois le rabâcher pour faire passer ce message. Donc ça, c'est un axe un peu nouveau. C'est vrai que l'institution judiciaire, c'est pas dans notre culture de travailler avec le secteur privé, mais ça se développe de plus en plus et ça me semble incontournable. Donc c'est une préconisation assez phare de ce rapport. Donc je voulais vous donner aussi quelques chiffres assez intéressants. Il y a aussi une notion qui est assez nouvelle hein, dans ce rapport, c'est la notion de cybercontrôle dans le couple. Cybercontrôle, c'est-à-dire que l'usage des services numériques, hein, que ce soit les réseaux sociaux, Internet, vont permettre de contrôler le conjoint, le concubin ou l'ex-conjoint dans ses déplacements, par la géolocalisation, par ses activités, et finalement essayer de le piéger. Alors, bien évidemment, on a le revenge porn, on a les violences, on a le harcèlement, et j'ai trouvé hier soir une infraction extrêmement intéressante qui ne me saute pas véritablement aux yeux. C'est une infraction d'atteinte au système de traitement automatisé de données, donc une infraction, je dirais, informatique, et la jurisprudence que j'ai détectée en vue de notre rencontre, c'est un ex-conjoint qui n'avait rien trouvé de mieux que d'envoyer un keylogger, c'est-à-dire un malware, dans l'ordinateur de son ex-compagne pour récupérer, aspirer toutes ces données. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, on a des infractions qui a priori n'ont rien à voir avec le harcèlement moral, mais qui peuvent véritablement être retenues et participer à justement débusquer des comportements qui relèvent du harcèlement et finalement du contrôle, de ce cybercontrôle justement dans le couple. C'est pour ça que cette notion est quand même assez nouvelle et est employée dans ce rapport qui prévoit aussi un glossaire
différents éléments et également aussi quelques éléments chiffrés et qui décrit aussi les manifestations des violences en ligne. Donc ça c'est aussi ces propos ou images malveillantes. Il y a aussi tout ce qui est injure, diffamation, incitation à la haine. Donc là on est évidemment dans les infractions à la loi sur la presse, donc qui évidemment font l'objet d'une courte prescription, mais ce n'est pas inintéressant. Menaces d'agression sexuelle ou de viol, images d'agression sexuelle, et également la surveillance à l'insu de sa personne. C'est l'exemple que je prenais à l'instant. Donc, ces déplacements peuvent être surveillés par l'intermédiaire de mise en place d'outils qu'on trouve facilement sur Internet, qui permettent de géolocaliser. D'ailleurs, le rapport préconise aussi une réglementation, alors ce sera difficile à mettre en œuvre, des outils qui permettent de géolocaliser. Alors c'est assez ambigu, puisque les outils permettant la géolocalisation permettent de caractériser les infractions pénales, mais c'est également à double tranchant. Donc il y a une espèce de cartographie des violences faites aux femmes en ligne qui permet aussi d'aider les victimes à se retrouver dans des comportements qui peuvent recevoir des infractions, caractérisés, qui permettent ensuite de caractériser des infractions pénales. Donc, ce qui est aussi assez innovant dans ce rapport, et je voulais en dire deux mots, je ne vais pas, il fait peut-être dans les 80 pages, je ne vais pas vous le lire, mais il y a aussi un tableau qui définit la stratégie de l'agresseur appliquée aux violences faites aux femmes en ligne. Donc, c'est tout à fait, c'est-à-dire isoler la victime, mettre la pression et par exemple lui envoyer des messages régulièrement, y compris sur son lieu de travail, et en fait progressivement s'instaure une inversion de la culpabilité. Progressivement ça c'est souligné, on le constate souvent à travers les affaires que nous avons devant les juridictions, c'est aussi agir en mettant en place des moyens d'assurer l'impunité en recrutant des alliés et en envoyant des mails à d'autres personnes sous le couvert d'un anonymat, puisqu'Internet, vous savez, souvent, c'est mentionné, créer un pseudo. Donc, sans diaboliser Internet, comme je le disais en introduction de mon propos, il y a une facilitation du passage à l'acte. L'agresseur va être tranquillement chez lui, ne va pas être confronté directement à la victime, donc c'est beaucoup plus facile de passer, c'est des mécanismes psychologiques qui vont faciliter le passage à l'acte. Et il y a cet anonymat aussi qui va faciliter la commission d'infraction. Il y a un autre, j'espère que je suis dans les délais, enfin on laissera place au débat. Je voulais prendre l'exemple d'une autre infraction qui est extrêmement intéressante et qui est de plus en plus utilisée, c'est l'usurpation d'identité ou l'usurpation d'identité en ligne par la création par exemple de faux profils. Donc ça arrivait tout le monde d'avoir un faux profil, même moi ça m'est arrivé d'avoir un faux profil Facebook, mais bon c'est pas pour autant que j'ai été harcelée, mais c'est assez facile de créer un faux profil et de finalement mettre en place une stratégie pour faire croire qu'il s'agit de la véritable personne. Donc le législateur aussi, à un moment donné, s'était un peu trompé, avait dit le phishing n'est pas imprimé, c'est-à-dire le phishing, c'est souvent des effets d'escroquerie. Et le législateur a créé une infraction sans forcément qu'il y ait une incidence de préjudice financier, une infraction d'usurpation d'identité en ligne. Et la plupart du temps, ça permet de réprimer des faux profils Facebook diffusés sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il est tout à fait important, et ce sera ma conclusion, d'intégrer la dimension numérique dans les politiques publiques. Donc il y a des préconisations, je pense que c'est intéressant de suivre justement si elles vont être mises en œuvre. Ce qu'il faut savoir au niveau magistrat, avocat, de plus en plus, on a des formations pluridisciplinaires et on associe aussi des experts, des psychologues, des professionnels de terrain. C'est tout à fait important d'intégrer cette dimension numérique qui n'a cessé de prendre véritablement de l'ampleur. Donc voilà ce que je voulais vous dire et je répondrai volontiers à vos questions. Il ne s'agit pas de craindre Internet, mais de l'utiliser à bon escient.
Et aussi, je pense que les pouvoirs publics, en lien, parce que c'est une coopération publique-privée, la lutte contre le harcèlement en ligne, c'est de travailler avec les acteurs de l'Internet pour favoriser, par exemple, le dépôt de plainte des victimes ou le signalement à travers, c'est développé aussi dans ce rapport, il y a une plateforme de signalement, qui s'appelle Pharos, qui permet de signaler des comportements qui peuvent être constitutifs d'infractions pénales sans pour autant d'emblée déposer plainte. Merci Myriam. Alors Myriam, bravo.